Salut à tous, épisode 10 et donc le dernier avec Astana. Bon, c'est pas le dernier de la carrière, mais c'est le dernier avec ce sponsor-là. On va recruter et on va voler jusqu'à la fin de saison, j'espère achever cet épisode, et ce sera le cas avec le Tour de Lombardie. Alors pourquoi ce choix ? Eh bien, parce que le nouveau sponsor a été déterminé à l'épisode précédent. Nous sommes le 1er août, j'ai avancé de quelques jours. Par contre, la Classica San Sebastian, je tiens vraiment à la disputer. On sautera le Tour de Pologne. Je n'irai pas non plus jouer en détail la Vuelta, on la simulera seulement. Par contre, Plouay, ça m'intéresse également. On ira dans la foulée jouer la classique de Hambourg. Il y a toujours quelque chose de sympa là-bas à aller prendre, comme un top 10, un top 5, que sais-je. Et puis, évidemment, on jettera un œil de manière plus ou moins rapprochée au championnat d'Europe. C'est pas ma tasse de thé, le championnat d'Europe, je vous l'avoue. Après, par contre, les deux classiques canadiennes, ça oui, on y tient. C'est un must en ce qui me concerne. En tout cas, j'y participe toujours. Par contre, pas avec ces profils par défaut. Voilà, vous m'avez compris. Championnat du monde, c'est un passage obligatoire. Je ne l'ai pas dit, mais j'aurai la Grande-Bretagne. C'est comme ça, j'ai pas eu le choix en début de partie. Puis après, j'aime bien aller toujours sur le Giro dell'Emilia. Je trouve ça toujours intéressant, j'aime bien cette course, elle est excitante. Et puis quand même les Trevali Varesine. Donc ça, les 3 vallées varésines, moi j'aime bien. Et après, c'est la Lombardie. Voilà. Donc, vous avez vu, moi j'ai rien touché, hein. J'ai laissé les profils, à part évidemment je changerai Québec et Montréal, hein, parce que voilà. Mais sinon on va rester sur tout ce qui était prévu par le jeu. On s'est quitté sur un Tour de France qui pour nous a été relativement prolifique. Le maillot à pois, et puis une jolie place top 10 pour Lutsenko, avec 2 victoires d'étape. Je vous montre très très brièvement ce qui s'est passé et que j'ai pas toujours forcément commenté sur les championnats nationaux. Par exemple, Ayuso, champion d'Espagne, c'est rigolo. Le 5e monument, on l'attend, hein, il aura lieu en fin de vidéo. Et puis voilà, on va compléter un petit peu le tableau des classiques World Tour et on ira boucler tout ça. Attention, une information capitale, projection montée-descente. À ce stade-là, Astana, quoique très performante en cette saison, est projetée comme 21e si jamais rien n'est fait en termes de recrutement, ce qui veut dire qu'on va clairement en Conti Pro. Donc, vous m'avez compris, il n'y a pas seulement se faire plaisir pour recruter, il y a également une nécessité pour rester en World Tour. Qui rejoint, mais celle-là, elle est sportive, la nécessité pour Astana de se bouger les fesses si elle veut pas être rétrogradée à la fin 2025. Ça, c'est une autre problématique IRL. Allez, on avait noué contact avec tout un tas de coureurs dont je vous parle depuis des semaines. Bon, voilà, c'est fait, on y est. Maintenant, il n'y a plus qu'à aller concrétiser tout ça. Heureusement que j'ai travaillé à l'avance, en amont, pour tout essayer de ficeler au point près, parce que sinon je pense que j'aurais eu de mauvaises découvertes. Au niveau budget, on est peinard. Évidemment, Ayuso sera leader absolu. On le signe pour un projet de 3 ans, et on va lui donner un salaire qui est proche des 100 000 € par mois. Je crois qu'il le mérite amplement. Je veux garder de la marge, sinon je lui aurais donné 120 000 cash, tant pis, hein, mais je veux garder, donc voilà, ce sera 99 500. Rien que son recrutement nous fait passer à l'indice de 21 à 18. Voilà, donc Ayuso sera dans l'équipe. Ce sera Lampre à Bart dès l'an prochain. Ensuite, tant qu'on est sur les Espagnols, moi, il y a Oyer Lascano qui m'a tapé dans l'œil depuis un bon moment. Et donc, on va aussi aller concrétiser le recrutement de Lascano. Lascano est un coureur polyvalent comme je les aime, capable de jouer un rôle à la fois comme équipier prestigieux sur un grand tour, mais également en termes de course d'un jour. Hein. Donc je vais lui offrir un statut de coureur important, et puis il aura un joli salaire à
31 500 par mois. Ce sera une constante sur tous les salaires que je vais proposer, mais je veux garder de la marge pour le mercato 2025. C'est pour ça que ayant quand même un relativement petit budget, je ne peux pas me permettre d'envoyer la monnaie comme j'aimerais le faire. Ensuite, le troisième espagnol qui va nous rejoindre pour le moment, peut-être qu'il y en a un quatrième sous le chapeau et je ne vous l'ai pas dit, mais c'est Alex Aranburu. Donc, Alex Aranburu, lui, je lui ai prévu un statut. Donc voilà, belle note, complet, le mec est polyvalent aussi. J'adore Aranburu, déjà quand il était chez Astana, c'est pour vous dire. Je trouve que c'est un super coureur. Je l'ai notamment apprécié à pas mal de reprises, en vrai. Hein. Et je trouve que dans le jeu, on retrouve un peu le principe de ce qu'il est comme coureur. Il va avoir un statut d'équipier de luxe. On va évidemment le signer pour 3 ans. Les 3 Espagnols sont là pour 3 ans. Et 17 500, il nous fait même un cadeau. Cadeau parce qu'il est très content de nous rejoindre. Vous avez vu, il avait un 100% là qui faisait bien plaisir en termes d'intérêt pour l'équipe. Voilà, donc les 3 Espagnols sont là et tout cela sera jamais remis en question. On a réussi enfin à signer Juan Ayuso, qui sera vraiment la tête du projet qui va suivre. Ensuite, j'avais depuis longtemps contacté Alberto Bettiol pour 9 points transfert. Alberto Bettiol, nous le connaissons tous dans la réalité. Il est plutôt vétéran, hein, désormais, quasiment. Il a les 30 ans. Hein. Je vais donc lui proposer un contrat de 2 ans avec un statut de coureur important. Puis après, au niveau du pognon, en fait, on va essayer de tomber d'accord autour de 45 000. Voilà, 45 000. Un beau salaire. En fait, il va avoir le 2e salaire de l'équipe. Donc, on attend qu'il y ait un retour sur investissement. J'ai signé 2 ans parce que je connais l'obsolescence des coureurs à partir de 30-31 ans sur PCM. Et j'ai pas envie non plus de me ligoter financièrement avec quelqu'un qui rétrograde en termes de notes. Battistella, c'est une évidence de le prolonger. Vous avez peut-être vu au passage qu'il a encore une petite marge pour monter à 75 en montagne. Déjà, il est monté à 74. C'est le seul coureur que j'ai vu progresser cette année. C'est pour vous dire le marasme en fait dans lequel se trouve Astana en 2024. Hein. Le seul qui a progressé, c'est Battistella. Tous les autres sont soit incapables de progresser, soit trop vieux. Bref. Voilà. Après, évidence, à nouveau, c'est Scaroni qui conserve une mini-marge en pavé. On essaiera d'aller l'exploiter dans l'entraînement. Pour Scaroni, ce sera un statut d'équipier de luxe. Il le mérite bien, hein, vu ce qu'il a produit cette année. Même s'il s'est pété la clavicule entre-temps, mais 2e du Giro. Très flatteur. Et il est peut-être un peu gourmand, hein, mais on va lui donner 27 500 sur 3 ans parce qu'il est jeune. En tout cas, il n'a pas encore atteint les 27 ans, donc ça me va. Et voilà, ainsi un nouvel Italien pour constituer, encore une fois, la base de la future équipe. Elle est italienne, la base, hein, c'est une évidence. En plus, avec un sponsor italien, je veux dire, tout va bien. Hein. Un autre qui est incontournable pour moi et qui aura été précieux à chaque seconde de chaque course où il aura été présent, ou presque, c'est Davide Ballerini. Donc lui, c'est la même chose. Son âge, j'en fais fi. Je lui donne quand même 3 ans et un salaire tout à fait raisonnable, avec un statut qui pour moi est presque une insulte, mais bon, je suis resté à équipier. J'aurais presque pu mettre équipier de luxe, mais il est entre les deux, hein, pour moi, dans l'utilisation qu'on en a. J'aurais pu dire équipier très précieux. Voilà. Le petit jeune Garofoli, je vous ai déjà annoncé que j'allais le garder pour 1 point. Alors là, franchement, entre Garofoli, Santi Umba et d'autres, c'est vraiment la nationalité italienne et la jeunesse qui ont fait la différence. Très faible tarif également pour la prolongation à 3 ans en tant qu'équipier. Ensuite,
une fois qu'on s'est occupé de tout ce petit monde-là, oui, j'ai pas encore confirmé Garofoli, Fedorov. Fedorov, ça me semble quand même être un des Kazakhs qu'on va conserver. C'est important. On garde quand même un petit peu un lien avec l'historique de l'équipe. Coéquipier à venir très précieux sur les classiques, notamment pavés. Mais on a vu que même sur un grand tour, il peut effectuer des tas de missions assez utiles. Voilà. Hein. Donc c'est comme ça que on juge les choses. Après, bon, la relative légende Lutsenko, il va de soi que je n'allais pas le laisser sur le bord du chemin, quoi. J'allais pas le laisser signer chez Israël Première Tech, si vous voyez ce que je veux dire. Ce seront donc 2 années qui vont lui être proposées. 2 années en tant que coureur important. On respecte Lutsenko. Et bon, bah par contre, le tarif, voilà, je racle un peu les fonds de tiroir, donc je suis désolé, il est un tout petit peu moins payé que Scaroni, et c'est pas très juste, mais là, j'avais pas trop le choix. Et de la même façon, on va encore prolonger quelqu'un qui était dans l'équipe, c'est Harold Tejada. Donc lui aussi, il m'a convaincu, mais de toute façon, j'avais vu les notes et j'étais déjà convaincu à l'avance de l'utilité d'un tel grimpeur. Surtout quand, contre la montre, il est absolument pas dégueu. Ce sera donc un équipier de luxe et il héritera d'un salaire à la hauteur de ce qu'il mérite. Voilà, hop, il est aligné sur Lutsenko. Vous voyez que depuis les signatures de mes Italiens, là, notamment Bettiol, et pas que, on est tombé à la 12e place estimée pour l'indice l'année suivante. Donc déjà, ça fait du bien. Ça veut dire qu'on est à l'abri, hein, normalement. Hein, on va solidifier tout ça, mais c'est pas fini le mercato. J'ai encore 2-3 idées, vous le savez. Les dossiers, bah, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste celui que j'ai contacté assez tardivement, à savoir Casper Asgreen, pour pouvoir venir améliorer l'équipe encore sur les classiques, mais pas seulement. Hein. Casper Asgreen, c'est du contre-la-montre, et c'est également, au cas où il y a un contre-la-montre par équipe, par exemple, sur le prochain Tour de France. Je dis ça, je dis rien, on sait pas trop. Et puis c'est également un mec qui va, j'ai pas besoin de vous le présenter, hein, sur classique pavé, Casper Asgreen. Même s'il a régressé en termes de notes par rapport à ce qu'il a été par le passé, ça reste Casper Asgreen, 31 500, il est aligné sur Lascano. Au final, on se retrouve donc avec un leader unique, Ayuso, avec 4 coureurs importants, Bettiol, Asgreen, Lascano, Lutsenko, qui auront vraiment leur rôle à jouer. Et on est projeté en World Tour, même si là c'est affiché Conti Pro, ça n'a pas été mis à jour, mais je suis pas très inquiet, je vous l'avoue. Donc on peut valider tout cela et commencer à passer à une phase de recherche finale, si j'ose dire. Ah oui, non, d'abord le petit hommage. Alors, nécessairement, si j'ai signé ce petit monde-là, ça veut dire que j'ai fait une croix sur tout un tas de gens. Cavendish, vous l'aurez remarqué, lui et moi, ça n'a pas vraiment collé. Puis on n'a pas eu beaucoup de chance. Donc, outre les départs à la retraite de Morkov, Zelik et Grosdev, je fais un choix de non-renouvellement pour Cavendish, mais également de Pronsky. Voilà, il y a quelques choix. Santiumba, ça fait mal. Ça fait très mal. Et je vais aller sur aussi 2 jeunes que j'ai repérés qui sont à 0 point transfert, puisqu'il m'en reste plus. Je suis obligé d'aller compléter. Donc il y a comme ça ce petit Samuel Privitera. Je précise qu'en Astana U23, il n'y avait rien de tripant. Hein. Donc je suis allé comme ça chercher un petit jeune Italien que voici. Alors, il a un profil qui permettra d'être un bel équipier peut-être. Puis j'ai aussi repéré un bon mec, hein, c'est Adrian Benito, 20 ans. Alors comme ça se voit pas trop, mais si vous regardez le polygone de potentiel, vous dites que peut-être un gros équipier en montagne, ça, à venir. Donc voilà, je suis allé le chercher, il était sans équipe. Et donc, forcément,
Je me tâte un peu sur la durée de contrat, même si, bon, on le réévaluera dans 2 ans, il sera peut-être prolongé, ou alors il sera laissé, si jamais on juge que finalement on n'en a pas besoin plus tard. C'est donc un 4e espagnol que, voilà, parmi nous, voilà, on signe donc ces 2 petits jeunes, et du coup, au lieu de 23 coureurs, on va en avoir 25. 25 coureurs, ça me semble bien. Pas besoin d'aller à 30 pour faire une belle saison. 25 coureurs, et je garde du cap space, diront les fans de NBA, en tout cas de la marge sous disponibilité salariale globale, on va dire. 25 coureurs, et des objectifs très très précis en tête, hein, je vous l'avoue. Ayuso, Tour de France, mais Giro avant, hein, moi j'espère vraiment faire ça. Je vais pas vous mentir en visant une Vuelta, parce que ça aurait aucun sens. La Vuelta, c'est facile à gagner sur PCM. Et je suis conscient de mes faiblesses. J'ai pas de plan B, s'il se pète, et j'ai pas de sprinter de vraie qualité non plus. Voilà, c'était un choix, et je pouvais pas dépenser l'argent dans toutes les directions. Première course à présent de cette fin de saison. On bouge du 1er août au 10 août. Oui, j'ai préféré régler toutes les signatures le 1er août, au moins c'est fait. C'est vraiment par souci de simplicité en termes de montage également. Pour ce qui est du 10 août, eh bien, c'est la Classica San Sebastián. Et c'est la première vraie course de cet épisode. C'est la première course tout court d'ailleurs. Et j'ai une équipe, évidemment, qui n'est pas en forme. En même temps, je ne suis pas le seul. Hein, c'est-à-dire que tous les protagonistes qu'on a eu pour jouer les premiers rôles sur le Tour de France, eh bien, ils sont comme nous. Hein, ils sont dans un creux. Et ils viennent sûrement de couper pendant une semaine. En tout cas, ils ont eu voilà, ce qu'on peut modéliser par du repos sur Pro Cycling Manager. Et j'ajoute juste au dernier moment Samuele Battistella, parce qu'il me semble que lui, par contre, a pas mal de fraîcheur. Il n'a pas fait le Tour de France. Et il a eu le temps bien de récupérer depuis le Giro. Et donc, et puis aussi, je crois, il était sur le Tour de Suisse, quelque chose comme ça, mais tout va bien pour lui, en tout cas, championnat d'Italie, c'est sûr. On va donc y aller sereinement, en protégeant 3 coureurs, que sont Battistella, Lutsenko et Fortunato, sait-on jamais. Après, on n'hérite pas de forme du jour exceptionnelle, mais on s'en fiche un peu. On est dans un creux de calendrier, on n'a pas d'objectif sponsor, il faut juste essayer de faire ce qu'on peut, du mieux possible. Et il y a un plateau aussi, je ne l'ai pas dit, mais on a vu au passage que Remco Evenepoel était là, mais Roglic aussi, Pogacar également, et même Vingegaard. Donc il y a 2-3 clients, plus tous ceux qu'on n'attend pas, hein, parce qu'attention, c'est pas forcément un de ceux-là qui va s'imposer. Ineos roule, c'est intéressant. Peut-être c'est pour Pidcock. Et puis sinon, il y a aussi la Lidl Trek qui roule. Pour ce qui est le Moseux, très probablement aussi. Chute légère de Vingegaard qui va, je pense, sans problème rentrer à l'arrière du peloton. Voilà, on est encore dans... Allez, on va dire, il reste 2 difficultés et demie, dont une qui va être décisive, forcément, la dernière. Et tout se jouera sûrement là-dedans, hein, avec vraisemblablement forte accélération quand même de certains, voire tentative sur la fin de l'avant-dernière difficulté. On connaît le scénario de ce type de course, quand on a l'habitude de les jouer. Après, ce qu'il faut, c'est avoir les bonnes jambes, hein, quand même, pour éventuellement accompagner une attaque un peu lointaine. Ce serait ici, par exemple. Sauf qu'ici, franchement, on est à la rue. On est à la rue dans cette Alto Mendizorroz. Franchement, on souffre comme c'est pas possible. Hein. Fortunato, Lutsenko, ils ont pas des bonnes jambes, ils sont pas bien. Il y a que Battistella qui arrive à s'accrocher à l'avant. On voit qu'il y a pas mal de petites tentatives, mais moi, tant que je reste avec Pogacar, je sais que grosso modo, il y aura toujours des gens pour rouler. En plus, il y a Pidcock pas loin, donc ça veut dire que les Ineos vont être là. Et c'est comme ça qu'en fait, dans la descente, le peloton va tranquillement se reconstituer. Ça servait à rien de se brûler ici. Il y avait encore beaucoup trop d'équipiers. Voilà, il y a aussi David Gaudu à un moment donné qui va tenter quelque chose. Mais franchement, c'est pas malin parce que quand il y a autant d'équipiers, ça sert à rien de sortir sur le plat. Il va sortir sur le plat à un moment donné.
Voilà, donc il n'y a rien à faire, tout va se jouer dans la dernière boss. Enfin, c'est même pas une boss là, hein, pour le coup, c'est une sacrée aventure. Murgil Tontora. Donc voilà, je suis pas basque, j'ai pas l'accent, mais j'essaye de le prononcer le moins... Enfin, si, ça doit être ridicule en fait. Et on va y aller en curseur pour essayer de rester un peu aux avant-postes. Franchement, Roglic, il a l'air d'avoir une grande forme parce que les équipiers sont très très présents et c'est quand même franchement la Bora qui a essentiellement roulé dans les moments surtout où ça a accéléré. Allez, que va-t-on voir? Attaque de Pidcock, Pogacar a suivi, Ciel Moseux également. Et nous, on va y aller en curseur, on va pas se prendre la tête. Forcément, Geo Gegenhardt également. Il y a quelques coureurs comme ça qui sont sortis, mais en fait, c'est nul cette attaque de leur part, parce qu'elle n'est pas accompagnée d'en remettre une deuxième couche. Il n'y a personne, en fait, qui a la réserve pour remettre une deuxième lame derrière la première offensive. Du coup, je vais la jouer de manière assez moche. Je vais la jouer très très moche dans la descente avec Fortunato qui prend le leadership, Lutsenko dans la roue et Battistella qui sera chargé de sprinter. Donc en fait, je me constitue un petit train de puncher en quelque sorte. Sauf que regardez, je commets une erreur, c'est que je roule trop fort. Voilà, ça fait longtemps que j'ai pas joué à PCM au moment où je tourne ce truc-là. J'étais beaucoup sur NBA 2K. J'ai oublié les fondamentaux, ne pas se brûler, c'est quand même la base dans le cyclisme. Et regardez, ce qui va se produire, c'est qu'en fait, on se fait reprendre alors que normalement, on aurait dû garder une avance. Avance qu'on n'aurait jamais dû avoir, puisque finalement, les mecs auraient dû nous coller et jamais nous laisser sortir à 3, ce qui est débile. Donc, ouais, je suis amer, en fait, sur la fin. Quand on regarde le classement de cette Classica San Sebastian, on se dit, ah, c'est cool, Pidcock et tout, beau vainqueur, Battistella qui fait 3, Aranburu, tiens donc, notre futur coureur, c'est sympa. Mais le problème, c'est qu'en fait, non, c'est pas sympa du tout. Parce que ça s'est mal passé, à la fin, c'était moche, et au final, heureusement qu'on a Pidcock qui s'impose, quoi. Au moins ça met un joli nom. Donc, ouais, pas très satisfaisant, et en plus, mal joué de ma part. Il y avait mieux à faire, nous le savons tous. Alors, on va essayer de faire mieux juste après, comme donc annoncé, je vais simuler cette Volta, sur laquelle Fortunato est présent, avec 7 coéquipiers qui n'ont pour l'essentiel pas disputé le moindre grand tour cette année. Voilà. Je voulais un petit peu récompenser entre guillemets, parce qu'il y en a certains qui sont contents, ils vont disputer leur premier grand tour, comme Mouloubran, etc. Voilà, bon, ok. Donc j'ai simulé, parce qu'en fait, ce qui m'intéressait fondamentalement, c'était plutôt d'enchaîner les classiques et de terminer, comme je disais tout à l'heure, en Lombardie. Et c'est pour ça que quelques jours plus tard, on se retrouve du côté de la Bretagne classique. Alors, le profil, j'ai laissé ce qui était sur la WorldDB proposé. Donc bon, je n'ai pas interféré, je n'ai pas été chercher un profil d'une année précédente. Je l'ai trouvé peu sélectif. Je spoil un peu en disant ça, parce que qui dit peu sélectif dit difficulté, notamment à se débarrasser des sprinters. Pour autant, quand on le regarde comme ça, il a l'air d'être potentiellement sélectif. Le problème, c'est que finalement, cette course, elle ne va jamais vraiment se décanter. Et moi, j'ai pas les moyens d'essayer de provoquer les choses de très très loin. Pourquoi ? Parce que tout simplement, Battistella, Lutsenko, pour des raisons différentes, sont pas non plus au meilleur moment de leur saison. Battistella, il est pas trop mal, mais il a quand même un niveau de préparation qui est un peu moyen, en forme du jour à 0. C'est compliqué de faire des différences avec eux, dans la mesure où ils sont quand même en forme assez moyenne. Et puis après, je peux dépouiller les équipiers, mais le problème, c'est qu'après, je serai le seul à plus en avoir dans la fin. Donc, dans le final. Donc voilà, on rentre dans les 40 derniers kilomètres. Il y a quelques sprinters présents ici, donc moi je joue quand même la carte du puncher, tant pis. Je me dis voilà, j'ai sacrifié, vous voyez, Bol, j'ai sacrifié, on va le voir après aussi, Canter, entre guillemets, sacrifier, c'est un bien grand mot, mais disons voilà, Bol, lui, on va lui demander de rouler sur des parties un peu planes, ou alors en descente.
Et puis, Sreling n'est pas capable de grand-chose aujourd'hui. De toute façon, il n'a pas fait une grande saison, ID Sreling, faut quand même pas se mentir. C'est presque dommage qu'il soit sous contrat pour la prochaine, parce que honnêtement, j'ai pas réussi à en tirer grand-chose. Alors que j'avais aimé chez Bora, de manière un petit peu brève à l'époque, le Sreling de la Bora était plutôt cool à jouer. Et là, c'est plutôt le même, hein, mais voilà. Allez savoir... Non, il y a quand même la note en montagne qui tue. Mais bref, c'est encore un autre débat. Donc voilà, je fais rouler. Et on n'arrive pas à se débarrasser. Allez, peloton hyper important, 166. On n'a pas droit à une classique de Bretagne qui est de l'ordre de ce qu'on voit en temps normal. Voilà. Les dernières années, IRL, vous voyez une classique de Bretagne où ça se joue vraiment en gros costaud, dans le final, des petits groupes qui arrivent à sortir, ou quelques coureurs, mais c'est pas du tout la même config que là où on prend très malheureusement le chemin d'un sprint massif. Alors, je vais quand même tenter un peu ma chance à un endroit, mais bon voilà, on va essayer de mettre Lutsenko sur orbite, mais il y a tellement d'équipiers, donc voilà, vous voyez, je roule un peu avec Ballerini, j'ai calé Max Canter dans une bonne roue, et puis on va regarder si éventuellement Lutsenko pourrait pas se faire la malle, mais ça paraît trop difficile, puis on est trop proche de l'arrivée. En fait, tout le monde est à 99, limite, hein, je rigole à peine, hein, par rapport aux équipiers là, hein, donc ils roulent tous tellement à bloc que vous pouvez pas sortir, mais c'est très bien, hein, c'est réaliste. Les équipes de sprinters voulaient que ça aille au sprint, ça va aller au sprint. Alors moi, donc, je m'étais un petit peu organisé pour essayer d'être présent avec Max Canter. Regardez ici, on va figurer, on va dire. Voilà, on va être top 10, quoi. On va être top 10. Très très belle victoire pour Jonathan Milan. Franchement, il n'a pas bronché un seul instant. Il y a eu 0 suspense. Max Canter donc prend une 9e place, qui n'est pas déshonorante. Et avec cette config de course-là, moi voilà, je trouve on est à notre place, en vérité, on ne méritait pas mieux. Et on ne pouvait pas non plus espérer mieux que cela. Ok, donc je me suis relevé avec Lutsenko, tout ça, pas besoin de fatiguer les très bons atouts pour les semaines qui viennent sur une config comme celle-ci. Pendant ce temps-là, toujours la Vuelta qui se simule, je donne une indication, Mikel Landa est en train de prendre une belle avance. En tout cas il est en train d'essayer de la gagner. On verra un petit peu plus tard ce qui va advenir. Et on arrive à la classique de Hambourg, bon, la Bemer Sea Classics. Et là c'est différent, je laisse quelques mecs au repos. On enregistre le retour de Scaroni qui a été blessé pendant plus de 2 mois. Donc petite course de rentrée, on va pas lui demander grand chose. Et de la même manière, peut-être Ballerini, leader, ou alors Fedorov sur un coup qui part de loin, à voir. C'est pas du tout établi à ce niveau-là, j'ai pas de plan réel en tête, même si j'aime bien ce variant. Je l'aime bien parce qu'il n'y a pas ces cuvettes que nous avons connues sur d'autres versions de cette course dans les années précédentes. Bon, ce variant que je joue là, il existait déjà, hein. Je l'avais déjà joué. Mais ici, c'est un peu plus raisonnable, la manière dont l'enchaînement de difficultés se fait. Et ça permet d'ailleurs à tout le monde de rester bien dans le coup. et nous, on va essayer de remonter un petit peu. Et je change mon fusil d'épaule, en fait, à 30-40 bornes de l'arrivée. Là, je vais finalement laisser la protection que j'avais mise sur Fedorov et plutôt la décaler sur Battistella en espérant là aussi peut-être jouer un petit rôle avec un départ d'un petit groupe, et on ne sait jamais ce qui peut se passer si Battistella arrive à sortir avec 2-3 mecs. Voilà, donc c'est un petit peu mon projet. J'ai pas envie de la jouer au sprint parce qu'on est inexistant. On est nul au sprint par rapport à tous les mecs qui sont présents. On a Alpecin de Koenig qui est très 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 vigilante, ou même Van Der Poel se sacrifie s'il le faut pour Philipsen. Ça aussi, très réaliste sur une course comme celle-ci. On l'a vu pas mal de fois cette année, hein, notamment à Milan-San Remo, mais pas seulement, aussi sur le Tour de France. Et voilà, donc eux ils sont dans la logique Philipsen. Puis il y a aussi d'autres gars
capable de bien figurer. Nous, on n'est pas vraiment invités. Wout van Aert pourra-t-il sprinter? On va voir. Est-ce qu'il va sprinter ou est-ce qu'il va pas sprinter? C'est toujours la question qu'on peut se poser. Puis vous voyez, on n'arrive à rien décanter du tout dans toutes ces difficultés. Ça roule beaucoup trop vite. Il y a le souci des équipes, notamment Alpecin de Koenig, de reprendre les échappées. Ce qui fait que moi j'ai un peu roulé, mais ça sert à rien, quoi. Ça sert à rien. On n'est pas invité, mais encore une fois, moi ça me va. Ce serait pas normal de gagner trop avec cette équipe. Donc même en essayant de jouer le plus proprement possible, être dans l'incapacité de faire quoi que ce soit, moi ça me convient. Ça me convient bien. Il y a un groupe d'une vingtaine quand même là, on sait jamais. Peut-être que sur un malentendu, je décide d'enlever Bol de mon train parce qu'il me paraît être contre-productif. Voilà, on va le sortir et on va le faire ici. Regardez. Donc Battistella va être le pré-lanceur, de Canter qui sera le poisson pilote, Ballerini étant celui pour lequel on joue aujourd'hui. Et ça va être bientôt déclenché. Regardez, on va pas se gêner, on a de quoi lancer, donc on va jouer avec Battistella. Ensuite c'est Max Canter qui va sprinter. Et enfin l'ami Bol, vous voyez finalement, c'est rigolo. J'ai utilisé Canter en lanceur de Ballerini. Bol était calé dans la roue parce que je considérais qu'il s'était trop consommé, il n'avait pas assez de barres, je voulais pas jouer le sprint. Et au final, c'est Bol qui figure le mieux, 6ème. Ça aura sûrement été, Cees Bol, sans discussion possible, notre meilleur sprinter de l'année dans l'équipe. Bon, alors ça, c'est une bonne nouvelle, puisque Cees Bol, on l'aura encore l'année suivante. Donc je suis assez content. Vous me direz, Max Canter, on l'aura aussi l'année suivante. Donc voilà. On aura tout de même 2-3 sprinters de deuxième zone, voire de troisième zone, mais de quoi peut-être ramasser quelques victoires. Allez, on enchaîne. Je zappe volontairement le championnat d'Europe, ça ne m'intéresse guère. En revanche, le championnat du monde, on le zappera pas. Comme je vous le disais un peu plus avant, je suis avec la Grande-Bretagne, on m'a pas laissé le choix. Je suis moins motivé que si c'était l'Italie, l'Espagne, même le Kazakhstan, je rigole, mais en fait c'est vrai. Donc voilà, j'ai moins de motifs, du coup je suis vraiment plus sur les classiques. Québec se présente à nous avec ce joli profil partagé par la communauté et que vous connaissez, que j'ai déjà utilisé Tenter Plus. Ce sera la même chose pour Montréal 2 jours plus tard, on ira aussi utiliser un joli profil. Et en fait, c'est une course qui est pour nous, mine de rien. Avec ces punchers là, et cette difficulté finale, ok, Roglic est favori, on peut apercevoir Maxime Van Gils, on a également d'autres prétendants, Williams de IPT, etc. Et il y a pas mal de mecs qui peuvent tirer leur épingle du jeu, mais Thomas Pidcock, voilà, on en reparlera peut-être, Thomas Pidcock, quand je jouerai avec la Grande-Bretagne pour le maillot arc-en-ciel dans 2 semaines environ. Mais honnêtement, si on n'arrive pas à tirer notre épingle du jeu sur cette course-là, franchement, ça va désespérer de tout. En plus, on a plutôt de la chance. Battistella a +1, Lutsenko a +1. Bon, après, les Fortunato, Velasco, Tejada et Scaroni, franchement, ils sont sur une très très mauvaise forme. Mais à vrai dire, c'est pas très grave. Ils sont quand même capables d'apporter beaucoup, même avec cette mauvaise forme-là. Ainsi, Velasco roule pour essayer d'aider à écrémer les coureurs peut-être plus faibles, enlever les équipiers aussi, notamment des principaux adversaires. Et donc je participe à rouler, sachant que ensuite on aura une petite difficulté, une descente et la préparation du petit train vers le mur final. Voilà à peu près le topo. Jan Tratnik plante une banderille, Primoz Roglic à la bougeotte. Je pense que Primoz devrait attendre l'arrivée plutôt. Mais on verra. Donc il n'y a plus que 30 coureurs. Voilà, là ça s'est fortement décanté entre le kilomètre 35 et le kilomètre 13. Il n'y a plus qu'une grosse vingtaine de coureurs. Et puis vous allez voir que ça va se jouer entre ces hommes-là. Allez, on va s'organiser pour essayer de
bien passer cette dernière petite difficulté. Ce sont des côtes, hein, donc forcément, on peut passer comme ça à pleine vitesse, effort curseur, gros effort, et après on a une petite descente pour récupérer de la barre, donc c'est parfait. Hein. Et voilà, regroupement en tête, cette fois-ci une quarantaine de quoi, vous voyez, ça lâche un peu à l'arrière hein, sur la relance, donc voilà, toujours 30 coureurs. Je demande à Strelling de préparer un petit peu le terrain, mais en fait le gars n'est pas capable de remonter malheureusement, et je cale Terhara et on va le mettre peut-être plutôt en curseur Strelling, pour avoir un petit peu plus de force de persuasion. Allez, roule mon grand, s'il te plaît. Et puis derrière, on continue notre petit train. Terhara sera chargé de mettre Battistella dans les meilleures dispositions, et j'espère pouvoir lâcher Lutsenko au bon moment. On va voir ce qui va se produire. Donc on attend 2 km de l'arrivée à peu près, hein, pour Terhara, un peu moins, regardez. J'aurais peut-être dû lancer avant, 1,4, c'est un peu loin, un peu proche je trouve. Parce que derrière cet enchaînement, on passe sous le Porsche, après virage à droite, derrière virage à gauche, et on sprint déjà. Et ouais, ça arrive un peu tôt pour moi. Roglic s'impose, magnifique. Evenepoel, deuxième, Battistella, troisième. Bon, après c'est honorable, hein. Troisième, il y a un joli plateau, Romain Grégoire vient compléter, Cielmose. On a aussi à la 11e place Marc Hirschi, Stephen Williams un petit peu plus loin. Voilà, il y a de vrais spécialistes et honnêtement, je suis assez content de la manière dont on a réussi à prendre une place sur le podium de ce Grand Prix de Québec, en espérant quand même une victoire 2 jours plus tard, hein, je ne vous le cache pas, parce que ça commence à être un peu la disette, on n'a pas gagné depuis un petit moment. Juste avant d'effectuer comme ça cette transition Québec-Montréal, une petite précision, c'est bien Mikel Landa qui a gagné la Vuelta, notamment à l'aide de cette étape 9, sur laquelle il a fait une vraie diff, et il a alors battu un groupe au sein duquel Jack Haig, maillot rouge d'un jour, et d'autres ont perdu du temps. Donc victoire sur la Vuelta pour Mikel Landa, très bien. On enchaîne donc à Montréal, hein, comme prévu, et la même équipe est présente avec peut-être quand même plus d'espoir sur Battistella hein, en cette fin de saison, parce que finalement il s'est reposé, c'est presque le seul. Non, il y a aussi l'infortuné, c'est Scaroni hein, qui s'était blessé longtemps et qui est en reprise, mais à part ça, les autres ont été sur le Tour de France, et honnêtement, il y a eu pas mal de débauches d'énergie. Les courbes de fatigue le disent très clairement quand on les regarde. Du coup, j'ai un peu quand même l'idée de jouer pour Battistella encore une fois. Et ce parcours de Montréal, donc ce parcours alternatif, il présente 3 difficultés essentiellement. Il y a une première bosse qu'on a vue juste avant, après une descente qui s'enchaîne sur une deuxième difficulté. Et puis, si j'ose parler de 3 difficultés dans le circuit, donc, hein, qu'on fait, je crois, 7 fois, voilà, c'est ça. C'est ce petit secteur pavé. Alors celui-là, il fait mal à certains coureurs. Par exemple, Fortunato, il perd beaucoup de barres en protection sur ce petit secteur qui pour autant n'est pas bien dingue. Hein. Mais bon, avec 61 en pavé, honnêtement, ça fait tout de suite très très mal. Terhara aussi perd de la barre sur cet endroit-là. Ce sont des gens qui ne sont pas compatibles avec le pavé, ces deux-là. Et puis après, voilà, on se doute que tout va se jouer dans le final. Alors moi, j'ai pas envie qu'on arrive à 25. Je voudrais qu'on puisse arriver dans un petit groupe et que Battistella puisse essayer de tirer son épingle du jeu dans ce petit groupe. Du coup, il y a la Lidl Trek qui travaille pas mal, hein, honnêtement, avec les IF, c'est ceux qui travaillent le plus. Et je pense IF bosse pour Ben Ely, et pour la Lidl Trek, c'est quand même pour Cielmose, hein, faut pas rigoler, hein, même si Thibaut Neis, vous verrez, allumera quelques petites flèches dans le final. Alors moi j'essaie quand même de faire l'effort pour essayer de faire se décanter les choses à 2 tours de l'arrivée, vous voyez. Donc je me dis que comme je ne veux pas qu'on arrive trop nombreux, autant faire travailler certains. Alors c'est Velasco et Terhara hein, qui ont été chargés de travailler. Bon, on n'a pas des très bonnes formes du jour, mais c'est pas grave, on peut faire avec, hein, on le sait. Hein. Donc je m'arrange pour rouler.
Et puis, en fait, je ne sers pas à grand-chose, parce que certains, justement, ils vendent leur petite attaque ici et là. Ça, c'est Thibaut Neis, hein, qui attaque. On voit pas mal de gens qui sont assez remuants. Attention à Matteo Jorgensen, il semble reprendre bien de la forme en cette fin de saison. Il est très dangereux, l'Américain. Et ben voilà, nous, on roule. On roule, on roule, on roule. Comme ça, on essaye de provoquer des cassures. C'est pas facile, hein. C'est pas facile. Et puis là, allez, objectif, mettre Battistella sur orbite. Donc on avait économisé Sreling jusque-là. Et voilà, première difficulté finale passée. Et il reste la deuxième bosse pour essayer de demander à Lutsenko de travailler le plus dur possible. Voilà, là j'ai laissé sans interruption parce que le final des courses, je trouve ça toujours assez intéressant. Donc Sreling à fond, à fond, à fond. Et puis maintenant, ça va être à notre Kazakh préféré, Lutsenko, de dynamiter un peu la course pour le compte de son équipier italien. Ça va, ça a marché, il y a une petite cassure qui s'est opérée là, il faut en profiter, il y a Rodriguez, il y a Alaphilippe et Jorgensen qui nous ont suivis, mais honnêtement, si on pouvait arriver à 5 dans cette config-là, je prends tous les jours. Alaphilippe a du mal même au sommet, mais il raccroche le bon wagon. On est pas mal. Après, il y a 3 mecs qui sont rentrés de l'arrière, c'est Van Heels, Mohoric et Scielmose. Et là, en fait, la tactique, elle est très très simple. Je vais par exemple prendre la roue de Maxime Van Heels avec Battistella, parce que c'est celui qui me paraît être un des plus forts au sprint. Et puis après, par contre, on va rouler comme un dingue avec Lutsenko. Vous voyez, on est déjà 15, c'est revenu de l'arrière. C'est ça qui est assez pénible en vérité, c'est qu'on n'arrive pas à garder cette avance-là à cet endroit-là. Donc pourtant, c'est pas faute de rouler, et puis pas avec n'importe qui. Donc voilà, ben allez, maintenant il faut croiser les doigts. Le sprint est lancé d'un peu loin. Et mini bug vidéo, regardez, hop là, ça a tout petit peu flotté. Mais bon, la vérité est là, hein. Scielmose s'impose de manière ultra méritée. Nous, bah, on a eu beau faire tout ce qu'on pouvait, bah non, 5e. Après 5e non plus, c'est pas dégueulasse. Donc voilà, il faut vivre avec. Cet épisode n'est pas un épisode dans lequel je vous propose beaucoup de victoires. Vous me direz, les précédents non plus, hein, il y en avait eu une seulement à chaque fois. On n'est pas très fort, mais moi en fait j'ai du plaisir à jouer avec cette équipe, parce que comme ça, quand on a la chance de gagner quelque chose, oh là, c'est vraiment énorme. Et ensuite, j'avance de 2 semaines exactement pour me retrouver à l'épreuve en ligne des championnats du monde. Alors je précise que Ganna a été champion d'Europe en ligne et a été champion du monde en contre-la-montre. Voilà, donc ça au moins, c'est 2 courses que je vous montre pas, mais voilà, c'est Filippo Ganna qui a gagné dans les 2 cas. Comme ça, il a déjà un maillot pour chaque type d'épreuve dans l'année suivante, que ce soit en ligne ou en contre-la-montre. Bon, plus sérieusement, la Grande-Bretagne, c'est une très très belle équipe, hein. C'est une vraie prétendante. Je switch juste 2 coureurs, je prends Turner au lieu de Swift, et je vais évidemment, sur ce parcours-là, pour moi, c'est évident que c'est pour Thomas Pidcock. En tout cas, quand je dis pour Thomas Pidcock, au niveau de la Grande-Bretagne, parce qu'en ce qui concerne l'adversité, Pogačar est là, Roglic également, Evenepoel est présent avec une très belle équipe belge autour, Mathieu Van Der Poel est là également, avec une équipe plutôt sympathique autour, Wout van Aert, attention à Wout van Aert, attention à Ben Healy aussi, sur un malentendu, attention, Vingegaard, je pense pas, il n'est pas du tout capable, là, sur PCM, de taper ce genre de course-là. En revanche, les Français, toujours à regarder, que ce soit Madouas, Alaphilippe, voire Romain Bardet ou Benoît Cosnefroy, sait-on jamais. Et évidemment, on n'oubliera pas Marc Hirschi. J'aurais aimé que les Espagnols ou les Italiens puissent jouer un rôle. On verra si ce sera le cas, mais ça paraît être un petit peu tendu. L'Australie également ne me paraît pas armée comme il le pourrait, voilà. Donc, je vais essayer de participer au contrôle de la course pendant un certain nombre de tours. Vous avez vu, il y a une mise en route qui fait 3 difficultés environ. Et puis ensuite, ça va être 7 tours d'environ 25 km chacun. Les tours, vous les connaissez, vous avez regardé le championnat du monde comme moi il y a un court moment. Hein. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que sur ce circuit-là, on n'arrivera probablement jamais à faire ce que Pogačar a fait. Puis en plus, on n'a pas Pogačar.
Donc moi, je la joue tactique différemment. Je me dis qu'après avoir contrôlé un très grand moment avec Blackmore, qui décidément est assez infatigable, également Turner nous a beaucoup aidé, il a été très très valeureux. Viendront les tours de Williams, bien sûr, de Tao Gegenhardt et des frères Yates plus tard. Voilà, on verra un peu comment ça va s'organiser, mais c'est comme ça que je prévois, on va dire, ma stratégie. Hein. Et donc là, en ce 4e tour avant la fin, j'ai déjà décidé de durcir. Je voudrais, si possible, pouvoir tenter quelque chose dans l'avant-dernier tour. Et puis, au pire du pire, bah, si on ne peut plus reculer, ce sera dans le dernier tour. Donc, bon, les efforts, on ne peut pas dire que mes efforts soient couronnés de succès. Hein. J'ai pas réussi à faire grand-chose à part crever mes gars. Parce qu'en vérité, les Slovènes, les Belges, entre autres, et un Suisse aussi. Mais voilà, c'est eux qui gouvernent. Et c'est eux qui vont comme ça choisir d'éliminer ou pas. Donc, ok, on a compris, on est en 2e plan. Il va falloir faire attention à pas se faire surprendre. Parce que le jeu, il fonctionne toujours de la même manière. Pogačar n'attaquera pas si un de ses équipiers participe à rouler. La même chose pour Evenepoel. C'est pas comme le joueur humain qui va switcher immédiatement. Il mène et puis après d'un coup, plaque, il stoppe l'effort et puis il attaque avec son leader. Là, c'est pas pareil. On est plutôt tranquille tant que un Belge et un Slovène sont devant. Par contre, il y a d'autres nations qui essaient de sortir. On a vu Benoît Cosnefroy à l'instant et Stefan Kung, entre autres. Et je pense qu'il faut juste rester vigilant à ce stade-là. Et quand même essayer après d'être opportuniste si jamais il y a quelque chose qui se présente. J'attaque avec un Yates ou avec un frère Yates. Hein. Soit avec Tao, hein, on ne sait jamais. Hein. Il peut aussi planter une banderille et puis finalement le coup part et voilà. Donc je reste ouvert à ça. Hein, parce que je ne joue pas que pour Pidcock. Tao, en fait, il a toutes les belles... Voilà, si je le mets en relais, c'est très intéressant. Il se fait décramponner. Donc en fait, la seule chose que je puisse faire, c'est le mettre dans la roue de Pidcock. Ou de l'un des deux frères Yates, bien évidemment, puisqu'ils sont eux-mêmes calés dans la roue de Thomas Pidcock. Donc, l'écrémage, on ne peut pas dire qu'il ait encore réellement lieu, mais ce que je peux vous dire, c'est que ça ne va pas tarder à exploser, et que tous ceux qui s'accrochent, c'est davantage dû on va dire, au comportement de jeu sur Pro Cycling Manager qu'autre chose. Une centaine de coureurs, c'est pas vrai. Ils sont déjà un peu loin, certains, voire même assez loin. Donc, que dire de plus, sinon que, vous voyez, au moment où ça commence à exploser après, sous l'impulsion de certains qui ont tenté leur chance, et moi je demande à Simon Yates de rouler, parce qu'il me semble bien que Pogačar fait partie du lot, voilà, avec Evenepoel. Donc là, par contre, vigilance extrême. Comme par hasard, il n'y avait plus aucun équipier... des Slovènes ou des Belges au moment où ils ont attaqué, hein, ce que je vous disais. J'aperçois un Italien, me semble-t-il. Voilà, il n'y a plus qu'une vingtaine de coureurs. Là, c'est plus raisonnable. Même si ça fait un tout petit peu l'élastique à un certain niveau, vous voyez 92, puis de nouveau 13, etc. On n'a pas de doute, c'est en train de se décanter très très sérieusement dans cette fin d'avant-dernier tour. Remco Evenepoel, tout de même, et Pogačar ont été formidablement repris par le travail de Simon Yates, donc très très précieux. Et l'équipe de Grande-Bretagne, elle est super forte. Hein. T'as les deux frères Yates, Tao, t'as Pidcock qui a encore pas filé un coup de pédale, -2. C'est très 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 fort. En plus, j'avais Williams, Tullet, Turner, des machines, quoi. Même Blackmore, franchement, Blackmore, il a roulé comme un dingue. Mec, ça a été un métronome, hein, à la Team de Klerk en version Quick Step de l'époque, quoi. Il a été invraisemblable. Donc, allez, on tient bon là. On est pas mal situé. Toujours Pidcock en promenade du dimanche. Et on s'économise puisque c'est maintenant, hein, l'instant de vérité. Donc on a bien tiré sur la corde. Adam Yates n'en peut plus. Tao est proche de la rupture. Et maintenant, ça va être à Adam de jouer sa partition. Allez, il faut se bouger. Voilà, vous voyez, je mets un effort curseur avec Tom Pidcock dans la roue. Et c'est parti, quoi. C'est parti. On va coller, parce que là, ils vont attaquer, c'est sûr. Allez. Attaque de plusieurs protagonistes. Et c'est légitime. Ils attaquent ici, on le sait. Sauf que nous, en fait, on va jouer du curseur.
Et on va essayer de rester bien positionné. Alors, je fais lâcher Simon et Tao, hein, parce qu'ils en peuvent plus. Adam Yates, toujours très très gros boulot. En fait, je vais aller jouer même jusqu'à la barre jaune pour qu'ils mettent une intensité dingue pour faire craquer avant même que Pidcock, vous voyez déjà, franchement, il y a des petits vélos d'écart là avec certains. Avant même que Pidcock ne tente quoi que ce soit, je veux épuiser tout le monde. Et Pogacar d'ailleurs se rassied, hein. Voilà. Et Evenepoel est juste derrière, mais Evenepoel n'attaque pas. Il n'attaque plus en vérité. Donc Yates sur la barre jaune, 92. Il reste encore un raidillon, 2 raidillons et un petit coup pour en rajouter avant une descente et un replat. Attention au replat. Le replat, c'est pas 1 kilomètre, hein, c'est beaucoup plus, donc il faut pas craquer non plus à ce moment-là, si on est à portée. Donc on va chercher à se barrer, regardez, Pidcock qui sort. Remco Evenepoel l'a suivi, il est malin. Pidcock, aussitôt, très très malin aussi, se cale dans la roue du Belge. On sait que le Belge est généreux. Le Belge Evenepoel, hein, parce qu'il y en a d'autres qui sont un peu moins généreux dans l'effort et puis plus calculateurs, ils ont bien raison. Mais Evenepoel, très généreux, il va prendre des relais, il va rouler. De toute façon, même un Evenepoel à 70%, ça maintient l'écart avec un groupe de derrière qui ne s'entend pas. Logique. À qui de faire l'effort? À Pogacar? Eh ben oui, disent les autres. Et en même temps, Pogacar, il dit « Eh oh, vous aussi, vous perdez, hein ?» Bref, un petit jeu de poker menteur, on la connaît, on en remet une. Pidcock est sans pitié. Après avoir sucé la roue de Remco Evenepoel, il lui en met une belle. Et Remco qui semble en difficulté, hein, ça devient difficile de suivre Pidcock. Mais regardez comme il est costaud, le Belge. Waouh, il me fait rêver. Oh. Il est trop fort, Evenepoel. Ok, bah alors puisque c'est ça... D'accord, bah tu vas rouler mon grand. Derrière, Pogacar s'est lassé, et évidemment il est sorti, c'est logique. Pas faire le boulot de ramener tous les autres, notamment Mathieu Van Der Poel, quoi. Hein. Sinon c'est pour se faire taper au sprint, faut pas rigoler. Hein. Ça s'essouffle, vous voyez, il y a un gap, ça va se jouer entre ces trois hommes-là. Pidcock, idéalement placé dans la roue de Remco Evenepoel. Pogacar a quelques encablures, qui cravache pour pouvoir rattraper son retard. Vous l'avez compris, il va falloir prendre une décision. Surtout qu'ici, maintenant, les deux se relèvent. Le Slovène et le Belge se relèvent. Ça peut fondre comme neige au soleil, l'écart, il faut le lancer maintenant. Voilà, on lance maintenant. Et Thomas Pidcock portera pour une saison, dans cette partie, le maillot arc-en-ciel. C'est hyper mérité. Et je vous jure que elle m'a fait plaisir à jouer, celle-là. En fait, à l'avance, J'étais assez saoulé, je me disais non, ça me saoule ce championnat du monde, même pas avec une nationalité qui est de mon équipe, etc. Et en vérité, j'ai pris un plaisir de dingue à jouer avec cette équipe de Grande-Bretagne là, qui m'a envoyé du rêve, littéralement. Donc Thomas Pidcock, en plus j'adore ce mec. J'ai toujours adoré Thomas Pidcock. Pour moi, derrière les 5 phénomènes du cyclisme, entre la place 6 et 10, il y a Thomas Pidcock, clairement, dans le cyclisme actuel. Donc, ouais, j'adore vraiment ce gars, et très content de voir l'arc-en-ciel sur ses épaules. J'espère que quand même, il ne nous fera pas trop souffrir l'année prochaine avec son joli maillot. Et on poursuit donc avec, cette fois, le Giro d'Emilia. Ok, donc ça, c'est une course que j'aime bien. Elle fait partie des petites courses comme ça qu'on a avant le Tour de Lombardie. Et on va pas changer l'équipe qui était prévue à l'avance, hein, que j'avais planifiée depuis X temps, avec vous voyez, cette arrivée à San Luca. Sauf erreur de ma part, on y a même vu une fin d'étape du Tour de France cet été. Et j'aime bien ce final qui se répète comme ça, ce circuit, on va dire 4 fois et demi, le tour avec cette jolie montée. Voilà, donc, bon, bah, RAS, hein, sinon que on va essayer de voir ce qui est jouable, et puis après, pas se mettre Martel en tête non plus, hein, si on ne gagne pas, tout va bien, il n'y a pas de problème. Donc je me positionne et j'essaie de protéger 2 coureurs essentiellement, c'est Fortunato et Lutsenko. Puis après on verra bien ce qui se produit. Hein. Donc
En l'occurrence, premier passage dans cette montée difficile, eh bien, tout bêtement, on est placé, on se fait protéger encore par Schelling et Terhara, nos deux têtes d'affiche du jour. Et puis, voilà, deuxième passage, jusque-là, tout va bien. Puis après, à partir du troisième passage, qui va arriver dans un instant, on va voir si quelque chose n'est pas éventuellement jouable, voilà. Donc descente après le troisième passage, il reste 2 tours à partir de maintenant, et les tours sont très brefs, hein. Vous voyez, ça fait quoi, 7 km vers là? Je me souviens plus exactement, mais c'est à peu près ça. Je demande à Battistella de faire de gros efforts pour essayer de reprendre les coureurs qui se sont un petit peu échappés. Regardez, on aperçoit Covilli, notamment, qui est avec quelques longueurs d'avance. Filippo Ganna, vous voyez son beau maillot de champion d'Europe sous nos yeux. Il y a Carboni et Covilli, qui sont... Voilà, ils possèdent quoi, une vingtaine de secondes d'avance. Donc ça va. On va revenir dessus. Si on travaille bien, Battistella qui continue à travailler. Heureusement, après, on est un peu aidé par Ineos, Soudal Quickstep, par UAE un peu. Donc voilà. Et on va bientôt avoir l'explication finale. Alors, cette explication finale, après la descente, j'ai constitué mon petit train. Et a priori, je pense jouer pour Lutsenko. Après, ma foi, c'est difficile de voir les choses comme ça à l'avance. On va se caler 2 coureurs dans la roue de Tao. Et puis quand même, les deux jeunes coureurs là, italiens, allez, ça va, on va les reprendre, non? On va les reprendre, ils ont quoi? Même pas 100 mètres d'avance. Battistella, qui fait comme ça un très très bel effort. Allez, on lâche Fortunato, c'est parti pour lâcher également Alexei Lutsenko. Regardez, en fait, incroyable mais vrai, c'était pour Battistella qu'il fallait jouer. J'ai échoué lamentablement. J'aurais dû jouer pour le puncher italien et au final, il a abordé la dernière montée en tête de nos coureurs. Il fallait tout simplement jouer pour lui. Donc voilà, erreur de ma part. J'ai voulu jouer pour des gens qui n'avaient a priori aujourd'hui pas le punch pour pouvoir vraiment s'imposer. On fait 4e avec Battistella. Je suis un peu déçu de la manière, du déroulement. Je ne comprends pas non plus comment Carboni, qui gagne, peut à ce point-là nous écœurer. Bon, ok. Et là, sur la route de Lombardie, on va aussi jouer les Trevali Varesine. Donc là, j'aime bien. J'aime bien aussi cette course. La difficulté comme ça qui se répète dans le final est un peu moins forte. Il y a un peu moins de pourcentage que dans le Tour d'Émilie-Romagne. Et qu'est-ce qu'on va juste avoir déjà comme petite distraction? Le très très joli maillot de Thomas Pidcock. Voilà, c'est lui qui sera en arc-en-ciel. Il faut s'y préparer parce qu'avec les saisons, on a tendance à confondre des fois, on se souvient plus, etc. Non, c'est bien Pidcock. Puis il va se retrouver, voilà, j'ai fait un peu de montage, on a gagné du temps, pour se retrouver à, on va dire, 4 tours de l'arrivée, puis 2 tours et demi de l'arrivée, pour constater que on a un petit coup à jouer. Alors je vais le faire avec Battistella, décidément, c'est un peu l'homme de cette fin de saison. Hein. Pourquoi? Parce qu'il est frais, hein, je l'ai déjà dit. Et du coup, que se passe-t-il? Ouais, je joue pour Scaroni quand même, hein, sinon, au cas où Battistella, ça aboutit pas. Ouais, mais UAE, ils entendent pas les choses de cette oreille. Ils ont aussi envoyé Marc Hirschi pour peut-être monter un petit coup avec Battistella. Ça paraît sympa, en tout cas, d'avoir le soutien du Suisse. Ouais, ce sera de courte durée, parce qu'au final, on va être repris.
Et regardez, il y a quelqu'un qui va sortir dans pas longtemps, regardez-le, c'est là, telle une fusée, Tadej Pogačar qui sort. C'était pas Hirschi, hein, comme on le dit, c'est vraiment Pogačar qui est sorti. Et là, par contre, il y a de vraies chances de ne plus jamais le revoir. Regardez, ça met du temps à réagir. Alors, moi, je roule dès que je peux, mais c'est un petit peu bloqué. Et la Lidl Trek a beau faire des efforts, IF, Ineos aussi. Je crois que là, peut-être que Pogačar nous a planté une banderie. Il nous a fait très très mal. On va quand même rouler et aider à se positionner pour la montée finale, parce qu'après tout, rien n'est joué. On va s'accrocher. Allez, il faut se constituer en fait une petite, comment dirais-je, configuration pour jouer. Pour qui? Question. Scaroni. Je joue pour Scaroni. Il fait une super saison. Là, il commence à retrouver de la forme en cette toute fin de saison. Et pourquoi ne pas essayer d'en tirer parti? Allez. Velasco ayant bientôt tout donné, on va s'occuper avec Battistella de mettre Fortunato dans les meilleures dispositions. Et après, il faudra vraiment croiser les doigts. Allez, c'est parti. Battistella qui accélère. Et quand il accélère, bonjour. Fortunato qui prend là aussi un bon relais, même s'il est un peu court à ma guise. Et Alexei Lutsenko qui avance. Oui, mais regardez, j'avais calé dans la roue de Schielmoz, j'avais calé Scaroni. Allez, après le virage, il va falloir sprinter ici. Il y a peut-être moyen de gagner. Damned, encore raté. Bon, décidément, là, je commence à... Très belle victoire hein, pour Schielmoz, tout rien à dire. On fait 3... Pogačar 4, donc déjà on a battu le Slovène. Mais avant tout, là je vous promets que je suis saisi par le doute au moment de cette course. Je me dis, mais en fait, tu sais plus gagner une course. Ouais, gagner le championnat du monde c'est autre chose, mais tu sais plus gagner une seule course avec Astana. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu fais des podiums, tu fais des top 5, mais en fait, globalement, tu gagnes plus jamais, quoi. Donc voilà, j'ai eu un peu mal au moral, je vous l'avoue, avant de passer vers la Lombardie, parce que pour le coup, une victoire sur le Tour de Lombardie, ça effacerait tout. Donc, 3 petits points. On aborde le Tour de Lombardie avec quand même quelques espoirs, hein, je ne vais pas vous mentir. Je vais voir selon les formes du jour, mais sur ce profil qui pour moi... Je ne suis pas allé vérifier, mais pour moi, c'est celui de 2016, en fait. C'est celui de Chavez qui s'impose cette année-là. Mais je l'ai déjà proposé un certain nombre de fois. Il est très très beau. Je l'aime beaucoup, celui-là. Je vais vous dire un truc. Tant qu'à ce qu'il n'y ait plus le mur de Sormano, autant jouer celui-là. Parce que, honnêtement, moi, je suis orphelin du mur, hein. Je sais que 2020, souvenez-vous, à l'été, je crois que c'était le 15 août, hein, chute horrible de Remco, et on n'a plus vu le mur depuis, hein, depuis cette descente, la descente du mur de Sormano, hein, je précise. Voilà, vous voyez de quoi je parle. Donc moi je suis un peu orphelin de ça, et du coup, j'ai un peu tristouné, quoi, hein, avec ce Tour de Lombardie, qui reste quand même un moment génial hein, du calendrier, permet de terminer comme ça la saison en espérant en apothéose, quoi. Mais c'est quand même décevant. Après, donc pour venir sur la course, vous voyez, ça va mettre longtemps à se décanter, mais c'est logique. C'est-à-dire que c'est une course d'endurance, notamment sur laquelle, on a 2 cartes principales ce jour-là. On a Fortunato, que je protège évidemment, corps et âme, et Alexei Lutsenko, qui, doté d'une magnifique forme du jour, mérité, hein, vu la préparation, hein, il a une préparation sensationnelle depuis le Tour de France. Hein. Il y a eu bonne récup, il y a eu
tout ce qu'il faut pour être bien calé. Fortunato, c'est pareil depuis le Tour de Suisse. Franchement, il boit du petit lait. Tout le monde se prépare pour le Tour de Lombardie. Ça fait 2 mois que ça dure, hein. Donc c'est normal d'être un peu récompensé. Donc voilà, on va essayer de mettre ces deux-là dans les meilleures dispositions. L'ascension que je crains le plus dans cet enchaînement, c'était évidemment pas le Valco di Valcavia, trop loin de l'arrivée pour que les équipes des principaux leaders, Pogačar, Evenepoel, Roglic, Vingegaard, hein, attention, hein, il est quand même mentionné parmi les favoris, même si je n'y crois pas beaucoup, mais donc trop loin de l'arrivée, tout ça pour que quelque chose ne s'y produise. San Antonio Abandano, c'est pareil. Pour moi, c'est dans l'avant-dernière ascension que ça doit se passer. Tiens, Mikel Landa a choisi d'anticiper un petit peu. Peut-être pas une mauvaise idée, hein, parce que s'il se sent un peu moins fort, le fait d'anticiper peut lui permettre, après, d'aborder le final avec les tout meilleurs. Donc on va voir si ça tient. Nous, on ravitaille, on protège. Voilà, la Sreling et Terrara qui sont en train de complètement capituler, ils en peuvent plus. C'est pas très grave. On arrive voilà, à ce sommet. Ça, c'est fait. Maintenant, il faut tenir absolument dans la prochaine ascension. Voilà, c'est là que ça va se jouer pour moi. Parce que celle qui suivra, avant la longue descente, et puis après la ligne droite, entre guillemets, vers Bergame, elle est plus courte et plus facile. Mais par contre, la descente qui précède est plus courte aussi, donc moins de récupération. Donc pour moi, c'est vraiment ici que ça se passe. C'est Miragolo San Salvatore. Et là, honnêtement, Pogačar est à surveiller. Je le sens bien attaqué. D'ailleurs, il aurait tort de ne pas le faire, pour être franc, parce que s'il est plus fort. Mais regardez, peloton quand même d'une 60aine d'individus. Hein. Je comprends pas qu'UAE ait pas fait le ménage avant, quoi. Il y avait vraiment pour moi à faire preuve de plus d'agressivité avant même cette ascension. Après, peut-être vont-ils le faire. Regardez, imperceptiblement, il y a une petite différence qui est en train de se faire. Pogačar est en train, je crois que c'est Carapace qui est dans sa roue, de faire un petit trou, emmené par un équipier, 2-3 coureurs qui attaquent. Et nous, en fait, on va s'en remettre à Fortunato. Ici, c'est lui en curseur qui est chargé de faire en sorte qu'il n'y ait pas de cassure pour Lutsenko. Comme ça, on conserve 2 chances dans le final. Fortunato très très fort dans cette ascension-là. Franchement, quelle saison le mec. Il fait une saison de dingue, Fortunato. Et là, encore une fois, il justifie tout. On a réussi à ne pas prendre de cassure. Et on arrive quasiment au sommet. C'est exceptionnel. À ce moment-là, je me frotte les mains. Je me dis, il y a encore quelque chose à jouer. Vraiment. Hein. 33 coureurs. Vous allez voir, ça va disparaître. Beaucoup de gens craquent. À ce moment-là, on a perdu nous-mêmes un certain nombre d'équipiers. On n'a plus que la barre jaune pour Velasco. Scaroni, c'est quasiment fini. Même Fortunato, il est au bout du bout. Et Battistella tient encore un peu le coup. Il va nous aider. Il va encore nous aider sur le petit peu qui lui reste. Allez, on bascule. Descente très très brève, je le disais. Et après sera l'ascension de Selvino qui va démarrer dans très très peu de temps, moins d'1 kilomètre à présent. Devant, Ciccone fait un beau numéro. Honnêtement, c'est pas mal. Est-ce que ce sera suffisant? Je pense pas. Pense pas que ce soit suffisant. Allez, on se positionne. En plus, on a la chance comme ça de récupérer pas mal de barres, excusez-moi, dans cette courte descente, mais quand même, on prend la petite barre qu'il faut pour tenir. Regardez, Ciccone est en ligne de mire. Il y a Visma qui fait bien l'effort et attaque de Pogačar. Oh là là. Alors Pogačar qui attaque, c'est un très très bel endroit pour le faire. Et derrière, réplique de Heudebrooks pour le compte de Vingegaard. Attention à Jorgensen, toujours en embuscade. Très très solide l'américain, on l'a vu déjà dans les courses qui ont précédé, mais regardez, Fortunato, il nous fait un numéro ici pour gommer
cette différence qui avait commencé à être faite par Tadej Pogačar. Et dans la foulée, j'enchaîne avec Lutsenko. Allez, effort curseur pour le Kazakh, histoire de dissuader les concurrents de vouloir nous attaquer et attaque. Voilà, c'est terrible, ça n'arrête plus. Ça n'arrête plus. C'est Vingegaard lui-même qui a attaqué peu avant le sommet de cette dernière difficulté remarquable du jour. Lutsenko n'est pas loin de capituler, mais il s'accroche. Ouf, il s'accroche. C'était Carapace avec lui, je crois. Et dans la foulée, donc, la descente permettra à Fortunato de rentrer, parce qu'on sait bien qu'il est très fort en descente et qu'il y a moyen de récupérer pas mal de choses dans les descentes. Ok, on va aborder le final avec 2 hommes. Lutsenko, à qui il reste plus de barres, et Fortunato. J'attends pour le protéger d'être en zone plane, parce que si je protège en descente, sait-on jamais encore, ce serait pas le moment de tout flanquer par terre par une chute bête. Donc, que dire, l'excitation ici est à son comble pour moi en jouant cette course, parce que je me dis, t'es dans les clous, ça peut encore se faire. Vingegaard est là, attaque terrible, celle-là je réplique pas, hein. Je roule pas sur ça, c'est aux autres de le faire. Si personne ne le fait, je suis battu, ok, mais là je le fais pas. C'est Ineos heureusement, c'est Bahreïn qui vont comme ça par l'intermédiaire de Bilbao par exemple répliquer, échapper de rêve si j'ose dire. Il y avait Hindley, il y avait Vingegaard et Pogačar avec Carapace, et le travail à payer. Ils sont repris, contre-attaque dans la foulée, c'est Carapace, regardez, qui se fait la malle, et là on peut penser que c'est peut-être la bonne, parce qu'il a mis une cartouche. Carapace, méfiance. Méfiance, méfiance. Et après, moi je vous avoue, j'ai ma petite idée sur le final. Dans Bergamo Alta, je pense qu'il faut jouer à fond sur la barre jaune. C'est-à-dire que on a choisi notre homme, ce sera pour Lutsenko. On va protéger avec Fortunato sur ce secteur pavé montant, et on va y aller uniquement à 99 en effort curseur sur la barre jaune, en espérant que derrière, personne ne va nous dépasser simplement. Regardez, histoire d'aborder au moins le sommet en tête, et ensuite 99. À fond les ballons. On va se retourner très très brièvement ici pour voir que, oui, c'est gagné si on ne fait pas n'importe quoi. Sprint immédiat. Lutsenko qui arrive et qui va franchir la ligne de très très peu devant tous les autres. J'ai eu chaud. J'ai eu chaud. Et franchement, cette victoire, elle fait plaisir. Dernière course avec le sponsor Astana. Et victoire de prestige sur ce Tour de Lombardie pour Alexei Lutsenko. Le symbole, en fait, hein. Le coureur kazakh, symbole, véritable symbole de cette équipe pendant un certain nombre d'années, en tout cas dès lors qu'il n'y a plus eu les Contador, évidemment, et autres Nibali, cela va de soi. Et est ainsi qu'on s'impose devant Primož Roglič. Pogačar n'en pouvait plus, il fait 12. Vingegaard 10e. Je pense que la saison a été longue hein, pour ces deux-là. Et honnêtement, voilà, je boude pas mon plaisir. On l'a pris. Terminé pour les courses. Je vous aurais proposé Paris-Tours si j'avais été invité, mais on m'a jamais accordé la wildcard. Ce sera donc un changement de sponsor, Lamprey Abarth pour l'an prochain. Je voulais vous montrer aussi le bilan final de cette saison. Vous voyez, on a Lutsenko avec 9 victoires, Fortunato avec 8 victoires, on a Casebolt à 4 victoires, Max Kanter également. Et globalement, on a tenu notre rang et même peut-être dépassé les objectifs. Tiens, je voulais montrer aussi, voilà, du côté des transferts, que très très peu de coureurs de renom avaient bougé. On notera que Romain Grégoire est à 83 en vallon. C'est assez somptueux. Il est resté à la Groupama FDJ. Et dans les mouvements de coureurs qui changent d'équipe comme ça pour 2025, il y en a très très peu dans cette page des tout meilleurs. Je dirais même que c'est nous qui avons essentiellement animé
cet aspect-là avec Ayuso et autres Bettiol, Lascano, etc. Voilà, ainsi se ferme la page Astana. Bienvenue à la Lampre Abarth dès le prochain épisode de cette carrière. Et puis juste un petit mot, donnez-moi des bonnes raisons de vous proposer du Lotto Destiny dans les prochains temps, parce que je suis quand même un peu dans le dur au niveau de la motivation. Et j'ai du mal à finir mon Giro, je vous le concède très très volontiers. Alors trouvez-moi des petits arguments dans les commentaires, je vous en prie. Ça m'aidera à me bouger les fesses et à essayer de dégager du temps par rapport à NBA 2K qui, je dois quand même le concéder, m'intéresse 1000 fois plus en ce moment. Sûrement l'aspect nouveauté, mais bon, très certainement aussi qualité du jeu. Voilà, à très vite, bye bye.